Salut Ludovic. Salut Ludo. Je t'avais dit de m'appeler Ludo et pas Ludovic. Bon voilà, on l'a publiquement. Voilà, Salut, salut Ludo. Salut Frédéric. Ça craft. Ça craft et toi? Ça craft à mort. Et en parlant de craft, alors du coup, ouais, je suis tombé récemment sur une petite infographie de chez VinePair. VinePair, un site que je recommande, hein, qui est très très sympa, qui parle Très bien, de ouais. speed, de vin et tout, qui a des bons contenus. Et ils ont fait une petite infographie où ils démystifient, enfin, je sais même pas comment on dit debunked en français, mais Ouais, c'est ça, démystifier, ouais. démystifier des mythes autour du whisky. Il y en a 7 pour le coup. Et je propose qu'on déroule tout ça ensemble et puis qu'on en discute. Voilà, un épisode Carrément. assez simple, mais qui, je pense, peut permettre de vulgariser pas mal de choses. C'est clair. Donc voilà, donc 7 common whisky myths debunked. Voilà, donc il commence avec un premier mythe qui dirait que les whiskies les plus vieux ont meilleur goût, ce qui n'est pas forcément tout à fait vrai, puisque ce qu'ils disent dans l'infographie, c'est que tout simplement, il peut arriver que tout simplement des whiskies plus vieux vont être justement trop boisés et du coup pas forcément meilleurs. Et ça me fait penser, j'en avais parlé une fois dans une newsletter, alors il y a peut-être un an, mais de Frédéric Bourgoin qui avait fait une vidéo avec Mixologist in the Soul où il expliquait en plus que parfois tout simplement les eaux de vie les plus vieilles qui sont dans le chai, c'est parfois tout simplement parce qu'elles n'ont pas trouvé d'acheteurs, donc par défaut parce qu'elles n'étaient pas forcément les meilleures. Mais bon, ça crée une rareté et tout, donc méfions-nous. Mais en gros, quand un producteur a quelque chose de bon, il va le sortir, quoi. Et c'est pas forcément toujours en attendant davantage. Ouais, ça me fait penser quand on fait un petit déménagement de chez les grands-parents ou de chez ses ancêtres et qu'on retrouve des vieilles bouteilles d'eau de vie ou de whisky dans les placards et que du coup on est fan et on a envie de goûter pour voir quel goût ça a. La plupart du temps, on est quand même assez déçu du résultat, donc le vieillissement n'est pas forcément toujours gage de qualité, quoi. Voilà. Et, du coup, enfin, ça introduit une petite nuance aussi, c'est sachez que quand une bouteille est embouteillée, on considère que le vieillissement est interrompu. Il n'y a plus d'échange avec le bois, donc voilà. Ok. Mythe numéro 2, ça parle de la couleur. Est-ce que la couleur est naturelle dans le whisky ? Eh ben, en fait, effectivement, pas toujours. À savoir qu'autant dans le whisky américain, la coloration, l'ajout de caramel n'est pas autorisé. Donc quand vous achetez un bourbon, un whisky américain, enfin oui, un bourbon plus particulièrement, vous êtes sûr que la couleur est naturelle. En revanche, quand vous achetez du whisky écossais, le scotch autorise la coloration. Donc des fois, il y a certaines distilleries qui effectivement ajoutent des colorants pour donner une couleur un peu plus sympa au produit. Donc voilà, méfiez-vous des couleurs. Et ce qui me permet d'ajouter aussi que des fois, finalement, quand vous jugez un produit à sa couleur, méfiez-vous parce que c'est pas forcément le critère le plus pertinent. Autant esthétiquement, ça a un intérêt. Qualitativement, c'est pas forcément indicateur que c'est plus vieux ou quoi. Ouais. Ouais, donc au final, en termes de marketing, ça peut quand même jouer pour donner une certaine couleur au packaging et donner envie d'acheter. Mais ouais, attention à se fier à la couleur uniquement. C'est beaucoup de psychologie, quoi. Les gens voient quelque chose de brun, de bien foncé, ils se disent « Ah, c'est meilleur, c'est bon. » Voilà, mais sachez que ça peut être du colorant, sauf dans le cas mettons des whisky, des bourbons, où là, c'est clairement pas autorisé. Yes. Troisième mythe, voilà, ça dit est-ce que the darker color, the older whisky, c'est exactement ce que vient de se dire, c'est que non, finalement, c'est pas parce qu'un whisky est plus coloré, plus brun, plus sombre qu'il est forcément plus vieux. D'une part, vous pouvez avoir l'ajout de colorant, donc qui va permettre de trafiquer cet aspect visuel, mais il faut aussi savoir que ça dépend beaucoup du type de fût que vous utilisez ou encore de où est-ce que vous vieillissez. Si je reprends l'exemple, si je compare les Américains avec les Écossais, les Américains vont vieillir les choses dans des fûts neufs qui vont du coup apporter du bois beaucoup plus vite, beaucoup plus massivement, je dirais, là où les Écossais vont utiliser des fûts d'occasion
qui auront déjà du coup donné une bonne partie de cette coloration. En plus, si on parle de whisky américain fait dans certains états où il y a des grosses amplitudes de température, entre le froid et le chaud, ça va aussi créer un mélange. Enfin, ce boisé cette couleur va être beaucoup plus apparente en beaucoup beaucoup moins de temps que quand vous vieillissez dans un climat beaucoup plus frais, écossais par exemple. Donc D'accord, voilà. ok, je savais pas ça. Donc la couleur, finalement, c'est pas forcément un indicateur de vieillesse, enfin de maturité. Et puis moi je sais que à titre personnel, en testant sur des plus petits fûts, en testant sur certains bois, sur certaines chauffes plus ou moins fortes, on était capable d'avoir des eaux de vie beaucoup plus foncées que des whiskies qui avaient vieilli pendant 8 ans. Et je vous dis ça en l'espace de 6 mois, par exemple. Ok. Donc méfiez-vous, et aussi c'est pas parce que le fût est bien cramé qu'il va forcément donner plus de couleur, puisque quand vous avez des chauves crocodiles aussi, le charbon peut opérer comme un filtre, comme vous aurez une Brita par exemple, et du coup au contraire retirer de la couleur à votre whisky. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça, mais voilà, la couleur, vous voyez que sur les 2 mythes en question, il y a quand même beaucoup de façons d'influer dessus. Super cool. On passe déjà au 4e mythe. Et celui-là, c'est voilà, tous les bourbons sont faits dans le Kentucky. Je suis sûr que tu pensais ça, non ? Non, pour le coup, pour moi, Bourbon égale Amérique. Pour moi, c'était pas forcément un mythe ou quelque chose de forcément connu. Voilà, en gros, le Bourbon, c'est les règles du Bourbon, c'est qu'il faut que ce soit fait aux États-Unis, dans des fûts de chêne américains, et voilà, grosso merdo, et majorité de maïs dans la recette. Mais vous pouvez très bien faire du Bourbon à Miami, à Los Angeles, en Alaska, si vous le souhaitez, si vous y arrivez, à New York. Enfin bref, c'est pas obligé d'être dans le Kentucky. Il y a juste que numériquement, clairement, de mémoire, je crois que c'est 95% du Bourbon qui est produit dans le Kentucky. Donc ça reste quand même assez colossal. Et pour l'anecdote, si vous visitez le Kentucky un jour, je me souviens, moi, quand je l'avais fait il y a quelques années, le guide m'avait expliqué qu'il y avait finalement, au Kentucky, il y avait plus de fûts de Bourbon en maturation dans les chais que d'habitants et de chevaux réunis dans tout l'État. Ok. Donc voilà, ça donne un peu une idée de l'ampleur. Mais voilà. Et d'ailleurs, est-ce que tu saurais d'où vient ce terme Bourbon ? Pourquoi ça s'appelle comme ça ? Alors, ça a un lien avec le Bourbon County. Je t'avoue, spontanément, de mémoire, je serais incapable de te dire très précisément pourquoi. D'accord. Vérifier. Ou si quelqu'un sait, à noter dans la description. Mais voilà, mais à creuser, effectivement. Mais c'est... Voilà, c'est lié au... Enfin bref. Bon, je vais pas dire de bêtises, je vais m'arrêter là. Ça marche. Désolé pour la question piège. Pas de souci. On reste humain. Next, on passe au Fireball. Fireball est un whisky. Alors Fireball, je sais pas si tu connais, c'est une espèce de liqueur de whisky à la cannelle. D'accord. Donc un truc qui se consomme beaucoup en shot aux États-Unis. Jack Daniels a fait un équivalent qui s'appelle le Jack Daniels Fire. Il y a quelques autres marques qui sont sur le créneau. Ça. Okay. Mais voilà, mais en gros c'est du whisky aromatisé à la cannelle et sucré. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils indiquent donc clairement, ça n'est pas un whisky, hein, même si peut-être certaines étiquettes peuvent le suggérer. C'est pas du whisky. Alors là, ce qu'ils mettent en avant, la VinePair, c'est que dans la mesure où c'est à 33% d'alcool, le Fireball, ça n'est techniquement plus du whisky, puisque le whisky, c'est 40% d'alcool minimum. Moi, j'irais encore plus loin que ça en disant que le whisky, on ne peut pas ajouter de sucre dans le whisky, et encore moins dans le whisky américain, où toute adjonction de sucre est interdite. Donc, le simple fait d'ajouter du sucre, quand bien même
le Fireball serait à 40%, techniquement, ça ne pourrait pas être un whisky. Après, sur la question des pourcentages, on est loin de tout ce qui se fait en low alcool, no alcool, tout ça. Donc ça, c'est encore un autre débat que tu adores. Mais ok, pour toi, c'est 40% pour le whisky, quoi. Voilà, alors c'est pas pour moi, c'est la loi. Mais voilà, donc il y a le critère du fait que ce soit moins de 40, c'est pas du whisky, mais il y a aussi le critère que c'est aromatisé, donc c'est pas du whisky, et il y a le critère que il y a du sucre, donc c'est pas du whisky. Donc le Fireball et mettons même le Jack Daniel's Fire ou des choses comme ça, c'est pour moi je classerais ça dans les liqueurs, tout simplement. Okay. Limite, j'aurais pensé à des RTD. Alors, je sais pas si c'est une bêtise de dire ça. Mais bon, mettre de la cannelle, du sucre, ça s'apparente limite à un cocktail, quoi. Donc, je sais pas. Ouais, mais tu pourrais, si tu poussais le truc, tu pourrais dire que c'est un espèce de old fashion en bouteille, quoi, aromatisé. Pourquoi pas? Il y a juste qu'il y a quand même beaucoup plus de sucre que si tu te fais un cocktail classique. D'accord. C'est pour ça que moi, je tends sur le côté de dire que on est sur des liqueurs, puisque je n'ai pas de doute qu'il y a plus que 100 grammes par litre de sucre dans ces produits-là. Mais voilà. Ok. Donc, petite précision un peu, petit complément par rapport à VinePair. Je crois qu'on passe au 5e ou 6e déjà. Voilà. Donc, l'age statement reflects every drop of whiskey in a bottle. Ah ouais, ça, celui-là, il est plutôt pas mal. Donc, super intéressant, ça, ouais, j'avoue. Donc non, quand vous avez une bouteille qui indiquait que c'est un 12 ans d'âge ou quoi, ça ne veut pas dire que tout le whisky qui est dedans est à 12 ans d'âge. En réalité, ça signifie simplement que le whisky le plus jeune a 12 ans d'âge. Mais s'il s'agit d'un assemblage, c'est-à-dire que vous pouvez avoir du 12 ans, du 16 ans, du 21 ans, tout ça assemblé dans la même bouteille. Mais légalement, vous devez afficher le plus petit. Voilà. Pour pas tromper le consommateur. Donc ça, si je me trompe pas, c'est que pour les blends, du coup. Ouais, pas pour les single malt, choses comme ça. Voilà, les assemblages, donc tu as ce côté où tu vas aller piocher plein de fûts différents qui peuvent avoir vieilli de manière différente. Là où ça devient, peut-être il y a un petit twist, c'est qu'il faut on revient un peu à l'idée d'avant, là. Est-ce qu'un whisky, est-ce que s'il est plus âgé, il est meilleur? Enfin, tout ce qu'on se disait avant, c'est que quand vous avez un statement d'âge, mettons 8 ans d'âge, 12 ans d'âge, du fait de l'assemblage, ça peut aussi signifier que dans la bouteille, il y a peut-être simplement 10% de whisky de 12 ans d'âge, et ça se trouve, les 90 autres pourcents sont beaucoup plus âgés. Et est-ce que dans un souci de transparence, du coup, et en même temps de marketingment parlant, ça serait plus cool de pouvoir dire qu'il y a du plus ancien dedans, parce que peut-être que ça joue avec l'inconscient des gens que si c'est plus ancien, c'est meilleur, etc. Est-ce que dans un souci de transparence, on aurait le droit de marquer quelque part tant de pourcent tel âge, tant de pourcent tel âge, tant de pourcent tel âge? C'est là qu'il y a un twist. Très bonne question. Il y a quelques années, il y a Whisky Live, j'ai vu un séminaire de John Glaser de Compass Box. Je ne sais pas si tu vois Compass Box, là, les blends écossais avec des belles étiquettes faites par Stranger & Stranger. Ah, ok, ouais. Où il expliquait un truc assez fou, c'est que donc déjà, il met pas de, c'est des NAS, des non-age statements, ces whisky. Lui, il affiche pas l'âge sur ses bouteilles. Et une des raisons pour laquelle il fait ça, c'est parce qu'en fait, lui, il fait des assemblages dans lesquels son but, c'est de trouver le bon équilibre, le truc le meilleur possible, et parfois, pour y parvenir, et c'est exactement ce que je disais avant. Des fois, sur tel Compass Box, tu vas avoir, mettons, une majorité, voire plus de 50% de whisky de plus de 20 ans d'âge, mais simplement parce qu'il aura assemblé une fraction d'un truc de 4 ans d'âge dans cet assemblage, et il peut pas mettre en avant le fait qu'il y a du plus de 20 ans d'âge. Et du coup, son parti pris, c'est de ne pas mettre l'âge, parce que forcément, s'il devait mettre « Ah tiens, c'est un 4 ans d'âge », ça ruinerait le truc, autant de rien mettre. Ouais. Et là où il y a un twist assez fou,
c'est que apparemment la réglementation écossaise ne t'autorise pas alors qu'on est à l'ère de la transparence et tout, ne t'autorise pas justement à indiquer la composition exacte de ton produit, à moins que le consommateur n'en fasse la demande express, tu vois. Ok. Et ça donnait un truc assez fou où il t'expliquait qu'en fait, même sur son site web, il pouvait pas l'afficher. Il pouvait pas dire, OK, dans mon blend, il y a tant de pourcentage de whisky de telle distillerie, tant de whisky de telle autre distillerie, de tel âge, de tel machin. Et même sur son site web, il pouvait pas le faire, à moins que quelqu'un lui en fasse la demande express. Et du coup, il a dû feinter, je crois, un truc où sur le site, il fallait remplir un petit formulaire et dire valider, oui, je demande à ce que vous me montriez ce qu'il y a. Et là, il pouvait l'afficher. Donc, un truc. Donc c'était un espèce de pop-up où tu dis affichez le truc si vous en faites la demande, quelque chose comme ça. Ouais, je sais pas comment c'était formulé exactement techniquement, mais je crois que en gros, c'était pas simplement tu vas sur le site et tu vas, la fiche produit et puis ça te donne les infos. Fallait un truc plus proactif que ça, quoi. Mais limite, on est dans l'ère où il faut accepter les cookies, il faut cliquer sur 1 milliard de trucs avant de pouvoir rentrer sur un site. Limite, peut-être pour ce genre de marque dans cet endroit-là, je ne sais pas si c'est la législation française aussi qui veut ça ou si c'est juste en Écosse. Mais ouais, ils pourraient le mettre direct à l'entrée du site. Je suis majeur et je souhaite connaître la composition de tous les ingrédients, quelque chose comme ça, quoi. Mais ouais, peut-être, pourquoi pas. Mais du coup, ce truc est assez fou parce que, en gros, le petit mindfuck qu'il faut avoir, c'est que finalement, quand tu as un blend qui t'afficherait 12 ans d'âge, un autre qui t'afficherait 16 ans d'âge, ça se trouve, la composition même du 12 ans d'âge, la majorité des eaux de vie est plus âgée que celle de celui qui affiche un âge plus âgé. Je sais pas si c'est très clair. Si. Mais voilà, si dans le 12 ans d'âge, il y a 80% de 24 ans d'âge, alors que le 16 ans d'âge, il est 100% 16 ans d'âge, et ben en réalité, tu pourrais dire que le 12 ans est plus vieux. Donc voilà, il y a un petit mindfuck un peu intellectuel. Après, je trouve ça totalement légitime qu'on affiche le plus bas. Mais voilà, mais dites-vous bien que tous ces chiffres ne sont pas... faut pas tout prendre pour argent comptant. Et finalement, quand vous avez des trucs qui sont des non-age statements, ça veut pas dire que c'est pas bien et ça peut être même encore plus beau. Enfin bref. Donc, ça me fait penser à un petit rappel sur l'étude de cas qu'on avait fait sur Waterford où pour le coup il y a pas mal de transparence avec le scannage du QR code. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder cette vidéo là. Il y a peut-être 2 semaines ou 3 semaines. Donc allez voir ça. Absolument. Last. Voilà, donc ouais. Et peut-être juste un petit truc. Les US mettent quasiment pas ou pas du tout même. Tu as simplement la mention straight whisky qui veut dire que ça a été vieilli au moins 2 ans. Et puis, comme je disais avant, quand vous vieillissez du whisky américain dans des fûts neufs et par des températures beaucoup plus extrêmes qu'en Écosse, et ben en fait, vous avez des whiskies qui sont plus jeunes aux US, mais qui sont pas forcément moins bons que les Écossais qui vont afficher des âges beaucoup plus élevés. Alors qu'ils ne sont pas vieillis dans les mêmes conditions, ils sont vieillis dans des fûts d'occasion. Donc bref, il y a tout ça à garder en tête. Voilà. Ok. Et on arrive du coup au dernier. Donc là, c'est peut-être plus ton domaine. C'est ce côté un peu plus marketing. Est-ce que toutes les étiquettes qu'on lit, est-ce qu'il faut les prendre au pied de la lettre quand vous avez maison depuis 1789 ou quoi? Ouais, ça c'est assez intéressant. Et évidemment, non, pas forcément. Il y a les marques, ça s'achète. Il y en a qui ont des storytelling qui vont se réapproprier un truc historique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il parle bien du fait qu'il y en a pas mal qui se réapproprient des figures historiques et du coup, ils mettent l'âge de la personne ou de la date de naissance de la personne, du personnage. Et ça se fait beaucoup dans les spiritueux, quoi, de nommer son spiritueux avec le nom de quelqu'un. Ça se fait énormément. Donc, il y a des petits tricks comme ça qui peuvent se faire en termes marketing. Et bon, moi, j'ai envie de dire, si vous reprenez une distillerie qui est ancienne et que ça fait partie d'un rebranding
c'est pas toujours le cas, mais ça peut être vraiment très bien pour votre marque de garder ce bagage culturel, traditionnel, etc. J'en parlais dans le dernier épisode de Super Potion avec Coquerel sur la reprise d'une distillerie ancestrale qui datait de plus de 80 ans. Donc c'était assez intéressant d'en parler avec lui. Mais dans certains cas, voilà, si vous avez une marque très récente de 2020, 2022, peut-être que ça ne vaut pas le coup d'essayer de faire style qu'on est vieux alors qu'on ne l'est pas, etc. et aller droit au but en clamant haut et fort que vous êtes jeune et que vous l'assumez et que ça ne veut pas dire que le produit n'est pas bon ou quoi que ce soit. Donc voilà, faire attention à ce marketing factice ou bullshit qui pourrait plus nuire à la marque parce que le consommateur n'est plus dupe aujourd'hui. Donc voilà, faites attention aux dates, quoi. Finalement, être bien conscient que c'est pas parce que vous êtes le premier que vous êtes meilleur, c'est pas parce que vous avez X ancienneté que vous êtes forcément meilleur non plus. Et puis voilà, il y a aussi des logiques d'affichage où tu peux effectivement revendiquer un passé, un machin, alors qu'en réalité, tu as fondé ta marque il y a 2 ans et bon, donc il faut faire la part des choses. Mais voilà, bon, c'est bien, faut juger sur d'autres critères, mais voilà, vous avez un peu un bon aperçu là, je pense. Pour les marques qui diraient ça, essayez d'aller voir s'il y a une petite frise chronologique. Il y en a une d'ailleurs pour Jack Daniels où c'est vachement intéressant. Il y a pas mal de twists historiques, pour reprendre ton terme. Ouais, il y a pas mal de choses qui se passent dans des reprises, etc. Des fois, c'est un peu obscur. Des fois, ça fait sens. Donc bon, intéressant de regarder ça. Et puis ouais, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Sauf si tu voulais rajouter quelque chose. Non, bah merci Vinepair pour cette belle infographie. Belle infographie, et pour ceux qui veulent la récupérer, on va mettre le lien en description, bien entendu. Ouais, et moi, juste une dernière chose, ça me fait penser au podcast qu'on avait fait sur les rituels de consommation, vu qu'on parle de mythes, de rituels, etc., qui était aussi assez intéressant, plus psychologique, on va dire, psychologie d'achat et du consommateur. Mais en tout cas, retournez voir cette vidéo si vous l'avez oubliée ou si vous ne l'avez jamais vue. Voilà. Tout à fait. Bah voilà, bah c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. C'est le cas, un like, un truc, enfin bref. N'importe quoi qui se fait sur Internet, bah, vous savez. Commentez, mettez-nous vos mythes. Ou faites tourner, c'est plus important que commenter, mais tout est bien. Tout est bien. Merci, et puis à la semaine pro. Abonnez-vous, ciao. Yes. Ciao, ciao. Ciao.